Ça fait partie des grands monuments du cyclisme. Ce sont les grandes classiques et c'est toujours impressionnant d'avoir les plus grands champions au départ de cette compétition. C'est la plus longue course d'un jour qui s'organise en France. Et quand on voit, par exemple, les échappés rattrapés dans les 500 derniers mètres de la course, après avoir eu 250 km dans les jambes, c'est quelque chose qui mérite d'être vu. Toujours la même direction, donc on a eu de vent de face, plus de 200 km. Paris-Tours fait partie des grandes classiques du monde du cyclisme, ça fait partie du patrimoine, du cyclisme. Tenez monsieur, ça fait plaisir, croyez-moi. Oui, mais moi je fais des croix maintenant. Eh bien, vous savez bien que vous êtes invité permanent par le département des compétitions. Ici, tout le monde connaît Albert. Ancien coureur, figure indissociable du Paris-Tours, il est né en 1930. Et sous le regard d'Albert Bouvet qui nous a rejoint ce matin, le champion... Si c'est une célébrité, c'est pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'en 1956, il remporte la course après une échappée mythique de 40 km. À quelle moyenne en 56? Oh, 40 et quelques. C'est pas mal. La deuxième raison pour laquelle Albert Bouvet est l'emblème de l'épreuve, c'est que pendant 30 ans, il en a été l'organisateur. C'est lui qui a rendu son lustre perdu à cette grande classique du cyclisme. La relève est assurée, hein. Tu vas gagner. T'es le plus petit, mais tu vas gagner. Hein? Bon, on est sur la ligne de départ, mais on va peut-être pas partir. La fin du 19e siècle voit l'avènement d'un sport qui devient vite populaire, le cyclisme. Si les courses sur la piste des vélodromes qui se construisent dans toute la France sont très prisées d'un public aisé, des épreuves de ville à ville vont naître et gagner un public plus large. C'est l'arrivée des grandes classiques. Ces compétitions sont organisées par le seul vecteur d'information sportive à l'époque, les journaux de presse écrite. Ils en font un outil de promotion, tout comme les fabricants qui mettent en avant les records battus avec leur matériel. Quand j'ai gagné les boules de la Seine en 55, moi j'avais été baptisé le Bulldog de Fougères. Poulidor a bien été baptisé Poupou. Hinault a été baptisé le blaireau. Peut-être que j'avais le physique d'un bulldog, je ne sais pas. Ça m'est resté après longtemps. Mais ça se dissipe là maintenant. Hein. Créée en 1896 à l'occasion de l'inauguration du Vélodrome de Tours, la course Paris-Tours est née la même année que le Paris-Roubaix. En France, ce sont les deux épreuves les plus anciennes existant encore aujourd'hui. Le Tour de France ne naîtra lui qu'en 1903. 1896, c'est aussi l'année où le cyclisme devient sport olympique. Le Paris-Tours est organisé par le quotidien Paris Vélo. Le succès est immédiat. Dès midi, 10 000 personnes envahissent le vélodrome et l'avenue de Grammont est totalement occupée par la foule. J'étais un spectateur assidu du vélodrome Victor Lefebvre quand j'étais jeune, et je me souviens des arrivées mémorables de grands champions comme Louis Capu ou d'autres. C'était un vélodrome qui avait une très grosse activité. Il y avait des arrivées de courses sur route, mais il y avait une activité sur piste qui était très, très régulière. Et j'y allais régulièrement, donc j'aimais ça. À la fin du 19e siècle, ma grand-mère maternelle était une amoureuse de cyclisme. Et quand on est petit, on aime voir passer les coureurs. Ensuite, on aime regarder les vélos, la mécanique,
la caravane, quand c'est le Tour de France. Mon père avait fait du vélo dans sa jeunesse, donc j'ai dit je vais essayer le vélo. Et puis j'ai commencé dès les cadets, ça a bien fonctionné, j'ai gagné quelques courses et c'est parti comme ça. En 1907, le Paris-Tour, uniquement réservé aux professionnels, s'élève au rang de grandes classiques comme Bordeaux-Paris, Paris-Roubaix ou Milan-San Remo. Une grande classique est une course d'un jour disputée sur plus de 200 km. Paris-Tour sera organisé dorénavant par Lotto. Ce journal, qui vient de créer le Tour de France, va s'imposer jusqu'en 1940 comme le quotidien phare de ce qui est devenu le sport roi en France, le cyclisme. Les stars des années 1900, qui gagnent aussi bien le Paris-Tour que les autres classiques ou le Tour de France, se nomment Georges Passérieux, François Faber ou Octave Lapise, qui l'emporte en 1911, année où pour la première fois, un service de voiture officiel suit la compétition de bout en bout. Et alors si on regarde il y a 100 ans, 2011, 1911, c'était un Français qui s'était imposé. Son nom vous dit forcément quelque chose. Ça faisait 248 km. Ça avait été couvert à 27 de moyenne. Il devait y avoir beaucoup de vent à ce moment-là. La victoire du célèbre Octave Lapise. Mes premières idoles, c'était pas Bobet, c'était pas tout ça, c'était mes oncles et mon père. Et le premier Didan Guillaume a commencé en 1933 et ça s'est arrêté en 1995, sur 3 générations. Voilà, 5 frères, après une deuxième génération dont je fais partie, et après une génération avec mon neveu et mes fils, qui ont couru jusqu'en 95. Donc ça fait à peu près, faire un peu de publicité pour la famille Didan Guillaume, 1800 victoires. C'est pas commun, surtout dans ma région, de dire je fais du vélo, je vais faire des courses, ou c'était pas dans le truc, quoi. J'aurais habité en Bretagne, je crois que j'aurais été dans le coup, mais là, dans le Var, à la Londe-les-Morts, moi, j'étais pas du tout dans l'air du temps. Il y avait dans ma région Bretagne, la région fougeresse, un coureur qui écumait. Il était imbattable dans les courses de moins de 150 km, course d'un jour. C'est un gars qu'on voyait gagner tous les week-ends, tous les dimanches. Et le goût du vélo m'est venu comme ça, avec un camarade d'école. On a décidé un jour de s'acheter chacun notre vélo et de démarrer tous les deux. Des changements importants ont lieu en 1935. L'acier et les jantes en bois sont remplacés par le duralumin. Paris-Tour devient alors la course des sprinteurs. Pour la première fois, le dérailleur est autorisé. Cette année aussi, 2 stations de radio assurent la retransmission de la course. Dès Versailles, nous sommes en pleine bataille. Et les premiers kilomètres courus par vent de côté sont le théâtre d'attaques successives. À la maison, un père sportif qui était lui-même fan de vélo, qui nous fait vivre dans l'ambiance, les journaux, Miroir Sprint, Miroir des Sports. On écoute le Tour de France dans la cuisine sur le poste de radio qui est posé là-haut. Bref, on s'imprègne de vélo et moi j'ai l'esprit de compétition et une fois le bac passé, passe d'abord ton bac, un vélo de course, l'autorisation de courir, c'est parti. Et ça ne s'arrête plus, la passion du vélo. C'est l'effort suprême, la rue est furieuse vers le but. Tour, où le Belge France Bonduel arrive premier, ayant couvert le parcours en 6 heures, 19 minutes, 46 secondes. Puis je me suis aperçu qu'en faisant des courses, on gagnait des petites primes, 10 francs, 20 francs. Et voilà, ça faisait un peu d'argent de poche en plus. J'ai dit, tiens, ça c'est pas mal comme sport. Donc c'est pas joli, mais c'est l'appât du gain au départ qui m'a intéressé. Et puis après, c'est vrai que cette petite jouissance de gagner une course, c'est personnel. Lorsqu'on gagne un match de foot, c'est à 11. Alors que là, n'importe quelle course de clocher qu'on pouvait faire quand on était gamin, bah là, c'est que pour soi. Un jeune coureur, gagner une course, ramener un bouquet, une coupe, et puis gagner des prix, on
ça améliore l'ordinaire, ça devient grisant, quoi. J'ai fait partie, pendant que 3 années, des 10 meilleurs Français. Je ne vais pas me plaindre. À partir de 1945, la course est organisée par le successeur de l'auto, le journal L'Équipe, qui s'occupe également du Tour de France. Il est rejoint au mur de Bléré par Idé, Camellini, Locke, Caput et Mignat. Et c'est l'envolée des 6 coureurs vers le vélodrome de Tours, où Louis Caput bat ses rivaux, enlevant le record de l'épreuve avec 43 km de moyenne. En 1950, l'arrivée ne se fait plus au Vélodrome, mais sur l'esplanade du Champ de Mars. Puis, les années suivantes, en haut de la côte de l'Alouette. À la sortie de la Chartre, Bobet, Néry et Locke prennent 400 mètres d'avance. La course est-elle jouée? Non. À 5 km du but, André Baillet attaque soudain et il triomphe à Tours à 1 minute de Caffi. Alors c'est une course un petit peu spécifique puisque elle est soumise au temps, au beau temps, au mauvais temps, au vent, vent de côté, vent de face. Donc chaque année, c'est différent. Il y a notamment un point particulier qu'on ne retrouve pas dans d'autres courses en France à ce point, c'est la maîtrise du vent. Notamment au sud de l'Île-de-France, puis en Eure-et-Loire. Il y a toujours un vent considérable le premier dimanche d'octobre. C'est pour ça que c'est la classique des feuilles mortes. Et c'est une maîtrise qu'il faut absolument avoir quand on est un coureur de très haut niveau. Et ce vent peut souffler de face ou peut souffler de dos. Et donc ça change tout. Le vélo est très soumis à l'importance du vent. Il y a, comme on dit souvent, des bordures, des éventails, qui sont quelque chose d'impitoyable pour les coureurs, n'est-ce pas? Une bordure, c'est qu'on se met en éventail pour lutter contre le vent. Alors quand le vent vient de la gauche, il y a une bordure qui se met en place de la gauche vers la droite. Et le but, c'est d'essayer de mettre le maximum de coureurs, on appelle ça dans la caillasse, pour qu'il y ait le moins de coureurs possible dans la première bordure. Et c'est vrai que c'est plus facile de faire un sprint à 20 ou 25 coureurs que de faire un sprint à 150 coureurs. On n'a rien inventé, les coureurs cyclistes. On a regardé les oiseaux. Hein. Les oiseaux, en ce moment, ils vont monter du Maroc, ils vont venir, hein, ou vice-versa. Ben, vous les regardez, les oiseaux, ils sont comme ça. Hein. Ils soleillent. Hein. Et on l'a fait pareil. Hein. Si ça souffle de face, il faut se mettre à l'abri. Et ça favorise les attentistes, les sprinters. Tandis que le vent favorable favorise les attaquants. Donc les stratégies, si vous voulez, s'établissent, s'élaborent à partir de la direction du vent. Le grand public ne sait pas toujours ça. Le vent de face, c'est peut-être des fois moins dur que le vent de côté ou 3/4 arrière. C'est bizarre. Le vent de face, il n'y a que ceux qui sont devant qui bouffent du vent et vous êtes derrière, vous êtes à l'abri. C'est plus facile. Il faut savoir qu'on gagne 40 à 50% quand on est caché derrière. Alors, des gens, vous avez le vent de face jusqu'à Tours, ça va être dur. Non, non, c'est bien. C'est bien. Comme ça, moi, je vais me mettre derrière, je vais être à l'abri. À partir de 1951, la course a lieu en octobre. Paris-Tours sera désormais la course de l'automne. La classique épreuve cycliste Paris-Tours a été menée rondement grâce à un vent favorable sur presque toute la longueur du parcours. Elle va se situer dorénavant en fin de saison cycliste. Animée par le Suisse Koubler et par le Français Jacques Dupont, la course paraissait devoir revenir à un vétéran de la route. Vice-champion du monde et champion de France, Jacques Dupont a 20 ans quand il est victime d'un terrible accident sur la piste du Vélodrome de Perpignan. Il subit une trépanation et l'on considère sa carrière comme terminée. Le 7 octobre 1951, sur le Paris-Tours, il obtient une belle revanche sur la vie en gagnant l'épreuve. Il récidivera en 1955. Il y a presque une alternance entre un scénario qui va privilégier effectivement les lévriers, les sprinteurs. C'est comme ça qu'on a vu de belles arrivées massives, les 3 fois où s'est distingué Zabel. Mais on voit aussi parfois le scénario des échappés à 2, à 3, à 4 ou parfois solitaires. C'est une course qui n'est pas dure par le parcours,
mais qui est dur physiquement parce qu'il y a de la nervosité. On est à la merci d'une attaque, d'un coup de bordure, un peu de vent sur le côté d'un seul coup à la sortie d'un virage, et puis on peut gagner ou perdre Paris-Tours sur rien. Même si l'espoir est minime, on peut, même si on est loin d'être le plus fort, gagner Paris-Tours, ce qui n'est pas vraiment le cas sur une autre classique comme Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres. Toutes les tactiques possibles peuvent être changées par les conditions atmosphériques, par le vent de face, le vent de côté, le vent arrière, peuvent être changées, et un coureur cycliste qui prend le départ de Paris-Tours et qui est en très bonne condition physique, il se dit « pourquoi pas moi ?» Il faut l'avoir suivi au moins une fois pour mesurer la performance que ça représente, notamment sur la deuxième moitié de la course, et surtout lorsque quelques audacieux s'échappent, réussissent à prendre une avance de quelques minutes sur le peloton, en se disant « je vais essayer de garder cette avance jusqu'à l'arrivée, j'essaye, je me lance ». Et en général, c'est une tentative qui échoue, parce que dans les 20-30 derniers kilomètres, la meute du peloton se déclenche et on voit à ce moment-là une course-poursuite absolument impressionnante qui démarre entre le peloton qui se met à rouler à une vitesse impressionnante, 60-65 km/h, et puis les échappés. C'est quand même ce que les gens attendent, c'est la dramaturgie de Paris-Tours. Un homme seul, ou un ou deux, est-ce qu'ils peuvent résister à un peloton avec les grosses mécaniques et les sprinters derrière? On le voit quand même, hein. C'est pas une course contre la montre, Paris-Tours, c'est une course d'équipe, mais avec quelqu'un qui doit l'emporter soit en solitaire, soit en gagnant le sprint. Et quand on voit les échappés rattraper dans les 500 derniers mètres de la course, après avoir eu 250 km dans les jambes, c'est quelque chose qui mérite d'être vu, parce que c'est un exploit sportif à la fois pour ceux qui sont échappés et pour ceux qui ont lancé la poursuite. Donc il y a une émotion objective, et pour ceux qui aiment ce sport, je crois que ça mérite d'être vu. Et c'est presque comme ça tous les ans. Beaucoup dans le nombre avaient les dents longues et leur entrain était si contagieux que les moutons de Panurge ne purent résister au désir de venir grossir le peloton. À Vendôme, toutes les tentatives d'échapper se trouvent réduites et l'on repart à zéro. Pourchassé par la meute, Scodeler résistera magnifiquement à tous les assauts et l'emportera à Tours avec 2 longueurs d'avance sur un bobet en grande forme. En 1956, Albert Bouvet est loin d'être un favori de la course. La semaine qui précède le départ, il vient de gagner le Tour du Finistère et s'engage pour courir à Rennes le dimanche de Paris-Tours. Quand Antonin Magne, son directeur sportif, appelle son épouse pour qu'il s'inscrive, mon épouse prend la décision de rappeler mon directeur sportif et lui donner son accord. Quand je rentre dans la nuit du vendredi au samedi, scène de ménage, pour des jeunes mariés, ça commençait bien. J'ai dit j'y vais pas. Il a fallu qu'un camarade du peloton se mette de connivence avec mon épouse pour me décider à partir dans Paris-Tours. Je dis écoute, je vais commencer par appeler l'organisateur de Rennes. Il me dit ceci, si tu vas vraiment à Paris-Tours et pas ailleurs, je saurais l'expliquer sur mon vélodrome à mon public. Si tu vas ailleurs, je serai déçu. Ce dimanche 7 octobre 1956, le Bulldog de Fougères prend donc place sur la ligne de départ du Paris-Tours. J'étais pas très motivé, il faut le dire. Il y avait un vent de côté terrible. Je me suis retrouvé avant Vendôme dans la 6 ou 7e bordure à cause d'un vent de côté fort. Il a fallu qu'Antonin Magne vienne me chahuter une première fois au volant de sa voiture pour me dire « mais vous marchiez avant-hier, qu'est-ce que vous foutez là ?» Enfin, ça voulait dire à peu près ça. J'ai dit « on est à bloc ». Et puis de la 7e, on est remonté dans la 6e. La 5e, je me suis retrouvé, après Château-Renaud, dans un regroupement général. J'avais un équipier qui s'appelait Citec, qui me dit « mais t'as l'air de marcher ». Oh, je lui ai dit « j'étais loin de tout à l'heure. Attaque tout de suite ».
J'attaque, je pars avec un Italien dans la roue. Il restait 42 km à faire. On part dans la descente de Possé sur Cise, on traverse Amboise et on arrive au pied du mur de ce qu'on appelait le mur de Bléré à l'époque. Antonin-Magne revient à ma hauteur. Bon, vous n'allez pas l'emmener jusqu'à l'arrivée celui-là. Ça commençait à bien faire. Et le coureur est passé devant, puis selon le terme cycliste, je l'ai flingué de derrière. Je suis parti tout seul dans cette côte, mais il me restait 25 km à faire. À la sortie de Saint-Avertin, on tombait directement sur la côte de l'Alouette, en direction de Poitiers. Et j'arrive au pied de cette côte, j'étais plus ou moins cuit. Un motard de la garde républicaine vient à ma hauteur. Il me dit « accroche-toi, ça revient vite ». Et puis j'arrive dans les premiers lacets de la côte de l'Alouette, où j'entends un certain public me crier « t'es foutu ». J'étais en passe de desserrer mes courroies de cale-pied. Quand le virage suivant, le public m'encourageait « allez, tu gagnes, continue ». Je suis parti à l'arraché, j'étais cuit, puis je gagne comme ça. Alors il y a le public qui a joué un rôle, mais je crois que je l'ai fait au courage aussi pour terminer. Bien que favori, Louison Bobet, qui est dans l'équipe d'Albert, finit 3e. Bobet est maudit sur le Paris-Tour. 3e en 54 et 2e en 57, le champion du monde, triple vainqueur du Tour de France, ne remportera jamais Paris-Tour. C'est vrai que quelques-uns des très grands n'ont pas gagné Paris-Tour. Alors, pourquoi ? Parfois parce qu'on peut dire que le parcours, je pense à Eddy Merckx ou Bernard Hinault, n'est pas assez difficile pour eux. Il n'y a pas matière à provoquer des décisions, à élaguer le peloton. Ça manque de difficulté, c'est paradoxal, oui. Et deuxième raison, me semble-t-il, c'est que Paris-Tour intervient en fin de saison, au mois d'octobre. Les grands champions dont nous parlons ont déjà disputé l'essentiel de leur saison, les grandes classiques de printemps, les grands tours, ils sont un peu en décompression en fin de saison, la motivation n'est plus tout à fait celle-là, et c'est à mon avis une autre raison de leur défection ou de leur moindre intérêt. C'est la seule classique que Merckx n'a pas gagnée. Ah bon, à part Bordeaux-Paris, il ne l'a jamais fait, mais Merckx a gagné toutes les classiques. Je l'ai reproché à Eddy, j'ai dit, j'étais obligé de me faire dire qu'on a tout gagné à nous deux, j'ai gagné Paris-Tour et toi tout le reste. Mais c'est vrai que c'était pas évident pour les plus grands champions de gagner Paris-Tour. La preuve, Louison Bobet n'a pas gagné. Mais on n'a pas toujours été gagné par des seconds plans, hein. À part moi. Marc Cavendish, Philippe Gilbert, Frédéric Guédon. Que des grands noms hein, pour ce Paris-Tour. Il ne manque pas grand monde, c'est bien. En tout cas, tous les grands sprinteurs sont là et quelques grands baroudeurs aussi. Quand les gars ils avaient fait le Tour d'Italie, le Tour de France, il faut être en forme aussi, parce qu'ils mettaient en jeu ils mettent en jeu leur statut quelque part. Hein. Paris-Tour s'offre comme une occasion, je ne vais pas dire de consolation, mais de sauver une saison lorsqu'on a, pour des raisons diverses, lorsqu'on n'a pas réussi la première partie de la saison. Il faut savoir qu'Anquetil, par la faute d'un policier de Tours, je crois, avait 50 mètres d'avance à 800 mètres de la ligne et a été dirigé dans le parking. Hop, il a loupé Anquetil aurait pu gagner Paris-Tour. En 1956, la fébrile arrivée des sponsors sur les équipes. Avant, c'était uniquement les marques de cycle qui vous engageaient. Ils n'avaient pas les moyens des extras sportifs, des partenaires. Alors moi, quand j'ai gagné Paris-Tour, c'est la première année qu'on avait un écusson BP sur les manches et nous n'étions pas les rois du pétrole pour autant. Jusque-là, les sponsors des équipes cyclistes sont uniquement des fabricants de matériel. À la fin des années 50, arrivent sur les courses d'autres marques comme la Chicorée Leroux ou l'apéritif Saint-Raphaël.
C'est le début, d'abord timide puis massif, de l'apport d'argent et de la multiplication des marques sur les compétitions. En 1958, pour la première fois, la course Paris-Tours est retransmise en direct à la télévision. Les 210 engagés du Paris-Tours cycliste, la dernière internationale routière de l'année en France, auront encore une fois attendu la fin pour commencer réellement à courir. À 50 km de l'arrivée, le trio Colette, Van Looy, Nesten lance l'attaque et s'échappe, suivi de près par un quatuor belge. Avec une faible avance sur le peloton, le petit groupe entame le circuit de l'Alouette, dont les effets sélectifs se font peu sentir, sauf pour le Français Colette qui s'effondre à 1 km du but. L'arrivée se joue entre Nesten, le Belge, et Van Looy, et celui-ci n'a même pas à forcer pour s'assurer la victoire d'un Paris-Tours sans passion. En 1965, pour que la course soit plus animée, les organisateurs interdisent le dérailleur. Les coureurs doivent descendre de leur vélo pour changer de développement. Même chose en 66, où malgré ce changement, 76 candidats à la victoire, dont Van Looy, Desmet, Poulidor, Merckx et Anquetil, arrivent ensemble sur la ligne d'arrivée, franchie cette année-là par le Belge Reybrouck. En 73, Jean-Pierre Danguillaume, qui a tenté plusieurs fois l'échappée, est dans le peloton de tête. Et on arrive aux 400 mètres, je veux commencer à me placer pour attaquer le sprint. Ah, une main qui m'attrape le maillot, les manches de chez Peugeot. Ça se faisait un peu dans l'époque. Mais quand vous étiez au courant, quand vous étiez pas le maillot, ça va. Et là, alors j'ai pas reculé, mais ça m'a bien arrêté. Paf. Et donc je fais 15e sûrement, et les Mans ne gagnent pas. S'il gagne, je me serais écrasé. Ah, il est sorti des douches, parce qu'il y avait des douches à Roche-Pinard, il est sorti des douches. J'étais en colère, il n'a pas eu le temps de s'essuyer. Les pilotes des voitures d'accompagnement, roulant côte à côte, permettent à Jean Bardet, restaurateur et fan de la course, et Albert, de tenir un salon très particulier. Oh non! Oh non, oh non! Il est trop tôt! C'est quoi, c'est du calva? Albert! Albert! Albert, au boulot! Oh non! Heureusement que j'ai l'habitude, j'avais l'habitude de déboucher les bouteilles de champagne dans des centres de colle. Il est vieux celui-là, il est comme moi. À la tienne, Jean. T'as été tiré au sort pour le contrôle à l'arrivée. C'est un offre. C'est pas du vin, c'est de l'eau végétale. Coco. Mettez encore un petit peu d'eau. Non, non. Du champagne. Des rillettes de saumon, une tartine de haricots. Vous savez que c'est quand même quelque chose, là. C'est le vrai bonheur, ce mec. Merci, Jean. Ah, Jean Bardet, c'est d'accord. Quand on mangeait les huîtres chez lui, il m'avait engueulé parce que je mettais un peu de citron dessus. En 1974, les organisateurs, trouvant, comme le speaker de la Gaumont, la course sans passion, décident de modifier radicalement l'itinéraire. Si l'équipe organise toujours l'épreuve, le journal Le Parisien y participe également. Ils avaient voulu inverser le parcours pour finir par la vallée de Chevreuse. Eux, ça les chiffonnait de voir que plus souvent un sprinter gagnait. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait des courses pour routiers et sprinters, comme il en faut, pour rouleurs de fond, enfin, pour des grimpeurs et tout. Alors, on a fait des tours Versailles, un bois Montlhéry, des bois Chaville, qui n'ont pas apporté grand-chose et qui n'ont pas non plus donné de vainqueur français. C'est pas pareil. C'était le grand. On ne l'appelait plus Paris-Tours, on l'appelait le Grand Prix d'automne. C'est pas pareil. Il y a le départ de Tours, sympa, mais c'est pas pareil. Les organisateurs cherchaient à muscler leur parcours. C'était une des raisons. Il y avait d'autres raisons qui étaient économiques, mais pour toutes ces raisons, on avait cherché d'autres formules. Et ces formules n'ont jamais réussi à écarter la nostalgie de cette grande classique, de ce bon vieux Paris-Tours. Jean-Marie Leblanc, quand il est venu aux affaires, à la direction du Tour, m'a dit, l'Union cycliste
international menaçait de déclasser cette épreuve qui était Coupe du Monde parce qu'elle était inversée. Il ne pouvait pas me faire plus grand plaisir, mais il fallait monter au créneau pour voir monsieur le maire de la ville de Tours. À l'époque, c'était monsieur Jean Royer. Il me dit, mais vous vous rendez compte, Albert, vous allez me mettre tous mes électeurs à dos. Comment? Avec Jean-Marie Leblanc, on vous offre un spectacle au cœur de votre magnifique hôtel de ville. Ah oui, mais mes commerçants, ce sont mes électeurs. J'ai dit, ils vont travailler comme jamais, si tous les troquets sont ouverts, les restaurants. Et finalement, il m'a dit, on fait un essai. Après 15 années sans identité, la course retrouve son statut de grande classique, avec un parcours qui revient aux fondamentaux. Suivant ainsi la tradition, un journal de la presse écrite participe à la relance de la course. Un beau matin, Albert Bouvet, qui était donc le patron technique de la Société du Tour de France, est venu voir la Nouvelle République, grand quotidien régional, et à partir de là, il nous a dit « mais on a besoin de vous pour aller redorer le blason de Paris-Tours ». Voilà comment, grosso modo, ça s'est fait. Et là, il y avait une bande de pionniers, on était 5-6, dont le président directeur du journal, Jacques Saint-Cré, qui avait les patrons des sports, des journalistes sportifs, et on s'est dit « banco, on y va » avec la Société du Tour de France, et on a recréé cette belle image de la grande classique des routiers sprinters qui est deuxième au box-office après Paris-Roubaix. Nous étions certainement l'acteur, le partenaire le mieux désigné pour catalyser sur place un certain enthousiasme avec tous les partenaires qu'on pouvait réunir pour dire, ben voilà, on va faire une grande fête et l'arrivée de Paris-Tours dans toute la région va être quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait grandiose. Il n'y avait que le journal qui pouvait être, comme je le dis, le catalyseur de cet élan, de cet enthousiasme. C'est cette arrivée qui est aujourd'hui mythique, puisqu'on fête l'arrivée de Paris-Tours, il fallait quasiment installer des dynamos sur les bicyclettes. Cette année-là, Paris-Tours s'est terminé à la lueur des phares et dans le noir. Pourquoi? Parce que d'abord, il avait fait très mauvais, il avait plu beaucoup, il avait fait une tempête, et d'autre part, je crois que les organisateurs de l'époque avaient oublié que ça coïncidait avec la date du passage à l'heure d'hiver. On perdait 1 heure, 2 jours. Vous voyez, je n'étais pas encore arrivé à l'organisation. La côte de l'Épan. Attention Arnaud Gérard là de reprendre les roues. Il ne faut pas être en bout de course. Et voilà. Si nos prédécesseurs avaient inversé Paris-Tours, c'était à la recherche de difficultés, d'obstacles pour rendre la course plus passionnante. Eh bien, il a fallu, dans le sens de Paris à Tours, trouver, dénicher des côtes. Albert Bouvet s'est très bien débrouillé. On a tout essayé. Avec Jean-Pierre d'Anguillaume, qui était un peu notre poisson pilote pour opérer ça, on a essayé de muscler au maximum sans forcément éliminer les sprinters, parce que ça doit rester la course des sprinters, mais un peu durcir le final pour avoir une belle fin de course. Et je me rappelle, il y avait quelqu'un qui nous avait envoyé un courrier. Alors moi, je lisais le courrier et Albert était sur la carte. Alors je lui disais, on passe par Amboise. Ouais, je connais. La côte d'Amboise. Ouais, je connais. Et puis on passe par la côte de Chanzé. Oui, mais je connais tout ça. Oui, mais ça, c'est pas dur. Et à la fin, le gars, il disait, et par grand vent, ça sera plus dur. Mais par grand vent, grand G-R-N-D et vent V-E-N-T. Et lui, il cherche sur la carte, il dit « Mais grand vent, ça n'existe même pas, c'est même pas sur la carte !» Ils ont réussi, Albert Bouvet et Jean-François Pécheux et toute la bande, à trouver un itinéraire qui permette tout de même de mettre des obstacles sur la fin de parcours, dont la dernière côte, je crois, à 7 ou 8 km de l'avenue de Grammont. Et à propos de l'avenue de Grammont, ils ont réussi à trouver un cadre, un site magnifique pour l'arrivée, cette longue et belle avenue rectiligne, large, qui permet un suspense formidable pour les téléspectateurs et les spectateurs. Une ligne droite de 2500 mètres, ce qui représente la plus belle ligne droite de toutes les épreuves au monde actuellement. Les hommes de tête vont-ils résister? Oui, le peloton est battu alors que Fondriest passe Sorensen. Sorensen qui s'impose semble-t-il, à moins que Anderson. Je vais me rapprocher alors que le peloton, je termine juste sur les talons des hommes de tête sur la roue arrière. Superbe retour
du peloton. Ensemble, vous applaudissez Rolf Sørensen. Les années 90 et 91 sont des arrivées massives et des victoires de sprinteurs. La Société du Tour de France, filiale du groupe de presse Le Parisien L'Équipe, qui organise toujours le Paris Tour, devient en 92 Amaury Sport Organisation. ASO est propriétaire et gère aussi le Tour de France, le Paris-Dakar ou encore le Marathon de Paris. Paris Tour, une course plate. C'est la course des routiers sprinters, comme on l'appelle. Ça frotte, hein, ça joue un peu des coudes et tout ça. C'est le milieu des sprinters, c'est le milieu des kamikazes, hein, parce qu'eux, ils passent au millimètre et tout. Alors j'ai toujours essayé, comme j'étais un peu l'homme du kilomètre, essayer d'attaquer au kilomètre ou à 2 km de l'arrivée, mais ça n'a jamais marché, je n'ai jamais trouvé l'ouverture. Il faut avoir du punch, il faut pouvoir gicler. Si le peloton roule à 40 à l'heure, il faut pouvoir gicler à 50 pour s'en échapper. Et quand il roule comme aujourd'hui à 50, pour sortir, il faut rouler au moins 60. On fête cette année-là les 100 ans du Paris Tour. Richard Virenque, accompagné du Russe Saïtov, mène une longue échappée de 146 km. Malgré tous leurs efforts, ils sont rattrapés par le peloton à 400 mètres de l'arrivée. C'est Nicolas Minali qui remporte la course au sprint. De voir qu'il lui a manqué 400 mètres pour conclure, c'est une grosse déception pour lui, surtout, mais pour moi aussi, parce que j'aurais tant aimé que 40 ans après, enfin un Français profite de cette échéance pour me succéder au palmarès. Richard Virenque est récompensé pour sa combativité par la première place des Super Sprint Lotto. Tout s'est bien passé pour moi, bon j'ai pas gagné, mais bon je suis passé quand même pas loin, et surtout dans une course où on m'attendait pas. La veille du départ de cette édition 98, un journaliste de l'AFP m'accroche en me charriant, bien sûr, il me connaissait bien. Combien de temps allons-nous te supporter? Paraît-il aussi longtemps qu'il n'y aura pas de Français à gagner Paris Tour. J'ai dit, ça a l'air de t'ennuyer, rassure-toi, c'est la dernière fois que tu me vois. Pourquoi il me court après? Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Parce que la boucle est bouclée. J'ai gagné il y a 42 ans, effectivement. Après 42 km d'échappée, à 42 de moyenne. Le tour est complet, la boucle est bouclée. Dans une carrière, on a quelques jours avec, c'est-à-dire des grands jours. Et je crois que ce jour-là, j'étais entre guillemets sur coussin d'air. Il ne pouvait rien m'arriver, à part vraiment s'il y avait un regroupement et qu'on devait arriver au sprint, mais je me sentais vraiment super fort. C'était un baroudeur, c'était un attaquant. Et cette année-là, il a réussi un magnifique Paris Tour, de surcroît coureur intelligent, qui savait bien gérer ses courses. D'ailleurs, il a un joli palmarès, n'est-ce pas, Jackie Durand? Il a gagné le Tour des Flandres, il a été champion de France 2 fois, il a porté le maillot jaune, gagné des étapes. Il y avait un Italien qui était très très fort également à mes côtés, Mirko Gualdi. Donc j'ai entre guillemets joué avec lui. Je savais, même s'il était réputé pour être un très très bon sprinter, je me sentais capable de le battre à l'arrivée. Donc je l'ai attendu et puis on a bien collaboré. Et allez, à 20 km de l'arrivée, je savais déjà que j'allais gagner Paris Tour. J'étais ravi d'avoir un successeur français du nom de Jackie Durand parce que nous avions à peu près le même style, nous étions à peu près le même style de coureur. Et lorsque j'ai franchi la ligne, bon, je ne pense pas à Albert Bouvet, il faut être objectif, mais par contre, lui le pensait, il était là, présent sur la ligne d'arrivée, et là, il m'a sauté dans les bras, il était tout fier que ce soit moi qui devienne son successeur. Lorsqu'il m'a dit ça, je dis là, ouais, je crois que j'ai fait un truc quand même, parce que 42 ans sans une victoire d'un Français sur une classique française comme Paris Tour, c'était encore plus sympa, ça mettait un peu plus de piment à ma victoire. Cette année, c'est Sylvain Chavanel qui s'échappe quasiment dès le départ. Dans la traversée de Savigny-sur-Bray, il a une demi-heure d'avance sur le peloton.
Mais au 200e kilomètre, il est rattrapé par Tafi, Matane et Verbrugge. Chavanel, épuisé par tous les efforts fournis depuis le début de la course, lâche. Et c'est l'Italien Andrea Tafi qui termine l'épreuve presque tranquille, à l'aise. Et vous découvrez le château d'Amboise. Ça fait aussi partie du cyclisme, le décor. C'est splendide, c'est aussi un des charmes de cette classique d'automne. Richard Virenque, à l'époque, nos relations, je dis les relations du milieu cycliste avec lui, étaient un petit peu troublées après l'affaire Festina. Et Richard Virenque avait eu beaucoup de force de caractère pour revenir après sa suspension. Sa réputation avait été écornée auprès de son public. Clairement, il était revenu depuis 5 ou 6 semaines en compétition et Paris-Tours était sa première grande course, son premier grand rendez-vous. On l'attendait ici, mais plus à titre symbolique qu'autre chose, parce que franchement, c'était pas fait pour ses qualités de grimpeur. C'était ma première course en France, le 7 octobre 2001. Et j'étais dans l'équipe d'Homo, j'avais comme leader Johan Museeuw, qui avait déjà gagné Paris-Tours, qui était le roi des classiques. Donc je venais sur cette course-là avec une équipe pour gagner, mais avec aussi des intentions pour montrer de quoi j'étais fait. C'est vrai que Richard Virenque, au départ de Paris-Tours, ça en faisait rire un paquet, qui gagne des étapes de montagne, oui, qui gagne un peu partout, oui. Mais c'est vraiment la course où Richard Virenque ne doit pas gagner. Une étape toute plate, où il faut emmener du braquet, où il faut avoir plus ou moins une bonne pointe de vitesse, tout ce que n'a pas Richard. Je cours pour protéger le leader, et avec une intention de tout ce qui bouge au départ, je saute dessus. Bien sûr, on part d'entrée de jeu, ou même pas au bout de 10 km, Jackie Durand attaque. Et je suis son attaque. Je l'ai un peu guidé en début de course. C'est quelqu'un qui n'a pas cette science de l'échapper. Et donc je l'ai drivé pendant 4 ou 5 heures. Et puis après, dans les 10 derniers kilomètres, il a fait ça comme un grand. Et il y avait vent de face. Mais quand on part de Paris, on va à Tours, c'est toujours la même direction. Donc on a eu de vent de face, plus de 200 km. Je sais pas, c'était un peu... On allait au casse-pipe, hein. C'était très difficile, à deux. Les relais, ça revenait souvent. Et je me souviens à plusieurs moments avec Jackie, on s'est dit on va abandonner, mais on va abandonner en étant échappé devant, pour vous dire. Donc une grosse débauche d'efforts. Et on a pris plus de 10 minutes, je crois. Le peloton nous a laissé faire, il nous a rigolé au nez même, je pense. Se lancer en tête au premier kilomètre sur une classique de 240 km, ça paraît presque impossible à réaliser. C'est d'ailleurs très rare qu'un coureur et réussisse Paris. C'est la dernière fois que ça s'est passé d'ailleurs sur Paris-Tours. Et après, dans le final, on est arrivé dans les 10 derniers kilomètres. Le peloton est revenu à 45 secondes. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, je vais pas rester sur ça. J'ai réaccéléré et j'ai tout donné pour l'emporter avec quelques secondes d'avance. Il a fait preuve d'un cran magnifique. Je me souviens, j'étais là à l'époque derrière lui. Pas une fois il ne s'est retourné vers ses poursuivants qui étaient à 100 mètres, même pas derrière lui. Et avec rage, il s'est battu jusqu'à la ligne d'arrivée pour gagner. J'ai trouvé ça magnifique. Il avait une telle envie, une telle hargne. Moi, je sais qu'un jour, il m'a expliqué que sur les dernières difficultés de l'épreuve, il s'était mis en tête que l'arrivée était au bout de la côte, au bout de la bosse, au bout de la pente. Et il a terminé avec le peloton sur le porte-bagages, comme on dit. Sur toutes les arrivées de Paris-Tours, c'est le moment où j'ai senti la plus grande communion du public avec la personne qui allait gagner. À la fois un moment de grand silence, puis un moment où les gens y croient, et puis oui, vraiment un soutien massif, puis une explosion de joie. Il y avait quelque chose qui se passait. C'était une fierté en soi et un aboutissement, et c'était voilà de quoi je suis fait. C'était un message. Je crois que j'ai envoyé un message ce jour-là.
J'irai aux suiveurs, aux journalistes. Bon, au public, il n'y en avait pas trop besoin. Mais je crois qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup attaqué. Et c'est tombé pile poil comme il fallait. Allez. C'est pas vous qui m'aviez donné le bouquet? Allez donc savoir, mais non, mais je vais vous faire quand même la bise, parce que vous avez du mérite, monsieur. Vous trouvez? Oui. Vous êtes encore là? Dites que j'ai de la chance. Et puis j'espère encore long. L'horizon va se boucher un jour. Hein. Oui, mais enfin bon. Ça va être comme le temps ce matin. Mais oui, pourvu que ça se dégage. Voilà. Alors bonne route, monsieur. Oui, merci. Combien de vainqueurs depuis vous, français? Jackie Durand, Virenque. C'est deux. Non, il y en a un autre. Guédon. Guédon. 3. J'ai tenu le pavé, oui, même dans la forêt d'Arambert. Ah oui, non mais... Bonjour. Ah, dis donc, ça fait plaisir de vous voir. Ouais. Ah, j'en ai attrapé des cheveux blancs. Ah. Mais enfin... Mais ça vous fait plaisir quand vous les voyez sur le vélo. On vous souhaite encore 50 plus, monsieur. Vous 81, vous êtes adorable. Je le sais, ça. Vous êtes adorable. Quand je me mets à 4 pattes, je mets plus de temps à me relever qu'il y a 30 ans. Tant que le cyclisme offrira un sport gratuit au bord des routes et aussi campagnard que possible, eh ben, il sera sauvé. C'est un rendez-vous d'abord populaire. Il faut se souvenir que c'est l'un des seuls spectacles sportifs de haut niveau totalement gratuits, auquel on peut assister librement sur les bords de la route. Les gens ne se privent pas et c'est vrai que même dans la traversée de l'épreuve, en Eure-et-Loire, etc., on a toujours effectivement beaucoup de monde. Oui. On voit que 2 heures avant l'arrivée, la foule se groupe. Il y a sur ce parcours un peu champêtre une multitude de personnes qui sortent de chez eux, qui s'installent sur le bord de la route pour voir passer Paris-Tours. Pour les gens, il y a une attente, il y a une fidélité, une curiosité en tout cas, à tout le moins. Et lorsque de surcroît il fait beau, ça arrive, on voit encore des gens pique-niquer sur le bord de la route, qui viennent voir passer la course. Ouais, c'est chaleureux. C'est le vélo à travers les âges, ça. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Le Tourangeau vient voir Paris-Tours, même s'il ne connaît pas trop en cyclisme. S'il fait beau, on vient voir Paris-Tours, parce que les anciens, et puis quelques jeunes, et puis les mordus viennent à l'épan, viennent dans les points stratégiques, dans le final. Tout le monde ne vient pas à l'arrivée. Il y a toujours beaucoup de monde sur les finales de Paris-Tours, et même sur la place Jean Jaurès. Alors l'aspect fête, j'ai discuté avec les organisateurs, et je dirais que j'ai imposé qu'il y ait toujours un pot à l'arrivée de Paris-Tours, gratuit, où les amoureux du vélo puissent venir et où les organisateurs, les grands coureurs, Bernard Hinault vient toujours. Si le cyclisme perdure malgré les difficultés, c'est parce qu'il y a un public, et il y a un public populaire et d'amateurs. Plus les années ont passé dans ma carrière, à Paris-Tours comme dans le Tour de France, et plus l'intérêt sportif, je ne vais pas dire a diminué, mais a été remplacé progressivement par cet intérêt social, au fond. Le vélo est gratuit, le vélo est populaire. Il faut que le vélo se mette à la portée de ceux qui l'aiment. Il y a toujours une sorte de communion entre le public et les coureurs. C'est vraiment un spectacle attendu par Tours, et je dirais même toute la Touraine. Tous les sites empruntés, en tous les cas, notamment les grandes difficultés. Il y a du monde dans la bosse. Par moment, on se croirait quand on va sur la côte de l'Épan. C'est pas l'Alpe d'Huez, bien sûr, mais c'est plein de monde autour qui ont un petit peu suivi, soit à la radio, soit à la télé, l'évolution de la course qui sortent à ce moment-là. C'était un rendez-vous. Et c'est vrai qu'il y a effectivement l'affluence d'une classique internationale. Et ça aussi, je pense, ça participe au prestige et à la réussite de cette épreuve. 2 km de l'arrivée.
Albert est en avance pour assister à cette arrivée 2011. C'est l'occasion, en attendant le final, de retrouver d'autres gloires du cyclisme, comme Jean-Pierre Danguillaume ou Bernard Hinault. Est-ce que tu as été bien reçu par la Nouvelle-République? Somptueusement. Ils savent faire. Est-ce que mes rayons étaient bons? Les rayons de Touraine? À mon avis, ils ont été dégustés trop vite. À l'approche d'un final comme celui-là, on l'évoquait tout à l'heure, hein, savoir prendre la bonne décision, c'est pas toujours évident. Il m'a fait des grands plaisirs. Parce qu'il m'a relevé des défis que beaucoup ne relèveraient plus aujourd'hui. Oui, mais bon, toi, tu étais sur la moto, lui, tu étais sur le vélo, c'est pas la même chose. Hein. Non, mais... Hein? En plus, tu pilotais même pas, tu étais assis derrière. C'est pour ça que j'ai de la considération, ta gueule. Je t'ai même vu dormir sur la moto. C'est pas parce que tu es chez toi que tu vas rouler les Ah bah là, mécaniques. écoute, la moitié de la ville m'appartient, moi. Et on est au kilomètre. Voici donc ce nouveau final. Et il n'y aura pas cette longue avenue de Grammont. On l'avait dit, ce sera plus compliqué aujourd'hui pour arriver au sprint. Mais je suis déçu de cette arrivée quand même, là. Ah, mais toi, c'est Non, ne soyons jamais déçus. Les courses, c'est les courses. La ligne droite n'est pas très longue. Oh, bah, pas longue, ça suffit pour faire un sprint, hein. Oui, tout à fait. Les flashs crépitent, le public est là, qui attend, regardez cette nouvelle arrivée. Ça va se faire entre Marco Marcato, Greg Van Avermaet, le coureur de la BMC, bien placé. C'est très gentil. Bah, merci, monsieur. Obligé de se découvrir. Et Greg Van Avermaet attend pour le contrer. L'attaque de Marcato, la puissance du Belge. Greg Van Avermaet.